Alors, ce soir, on a avec nous Ali Ben Saad, qui est professeur des universités, géopoliticien, essayiste, et c'est un spécialiste de la région Maghreb-Sahel. Aujourd'hui, il va nous parler du Hirak sous la dimension des enjeux internationaux. Bon, d'abord, moi, je tiens à remercier l'association Averroès qui m'a invité. En fait, c'est pas la première tentative, mais chaque fois, pour des histoires de planning, etc., ça n'a pas pu se faire. Moi, je suis très content de rencontrer des gens en dehors du milieu professionnel, universitaire, et j'espère que vous aurez assez de franchise pour poser les questions les plus gênantes, ou même celles qui vous semblent pas de très haut vol. Ce sont souvent, c'est là qu'on met le doigt vraiment sur ce qui fâche et gêne. Donc, j'aimerais bien avoir ce retour de votre part. Et d'ailleurs, on a convenu, parce que je suis quelqu'un de bavard, je commence à le reconnaître, que je vais introduire plus ou moins et que ensuite, moi, c'est en fonction des questionnements, des préoccupations des gens que je vais orienter mon intervention. Alors, évidemment, le Hirak sera là, en arrière-fond. On ne peut pas s'empêcher d'y penser. Hirak qui ne concerne plus que l'Algérie, c'est actuellement quelque chose qui se déroule à l'échelle régionale, à l'échelle arabe et même internationale. Il y a le Chili, les Gilets jaunes, on peut être d'accord ou pas avec truc. Il y a cette irruption des peuples et des sociétés civiles. Et même dans cette Libye qu'on caricature comme étant un pays de milices et autres, eh ben depuis un mois, la société civile est de retour. J'ai lu dans Le Monde comme quoi il y avait une émergence de la société civile. C'est faux. C'est un retour de la société civile. Parce qu'il y a aussi dans ce pays, il y a toujours eu une société civile importante. Bon, ce n'est pas l'objet de notre conférence, on peut en parler peut-être tout à l'heure, mais bon, donc effectivement, c'est très compliqué de parler d'enjeux internationaux. Et donc, comme on m'a demandé donc, d'introduire mes propos par des considérations de contexte régional, je trouve que le cadre le plus approprié, c'est le cadre méditerranéen. Bon, pas seulement parce que je suis dans une ville très méditerranéenne, à mon sens, même si elle ne donne pas sur la mer, mais je la trouve très méditerranéenne. C'est la première ville que j'ai connue en France. J'étais jeune adolescent, que j'ai visité et que j'ai trouvé superbe. Je ne l'ai pas revue depuis 40 ans. En fait, je suis passé, mais toujours pour le travail, sans voir la ville, à part les hôtels. Et donc, je trouve que le cadre méditerranéen est intéressant parce qu'il peut nous permettre de parler d'ici, c'est-à-dire la France, où nous sommes, et là-bas, la rive sud, le Maghreb, mais aussi tout le monde arabe. Alors, je veux introduire par quelque chose, il faut bien une porte d'entrée à la discussion, et moi, j'introduirai la discussion par la reconfiguration qui est en cours dans la géopolitique méditerranéenne. On parle beaucoup de Méditerranée, mais en fait, on a deux mondes, deux bassins qui ont chacun sa dynamique. Le bassin occidental dans lequel nous nous trouvons, hein, et le bassin oriental. Hein, et d'ailleurs, c'est ce qui a fait que à chaque fois qu'il y a eu des structures méditerranéennes, comme le processus de Barcelone ou l'Union pour la Méditerranée, il y a toujours eu un instrument beaucoup plus efficace qu'on appelait le 5+5, hein, les 5 pays du Maghreb, parce que le bassin oriental était un lieu de complexité extraordinaire, pas seulement à cause du conflit israélo-arabe, mais c'est vrai, des sociétés complexes, des problèmes, des tensions qui remontent à plus d'un siècle. Je ne vais pas revenir sur Sykes-Picot, etc., etc. Peut-être tout à l'heure, quand on parlera de l'Irak,
ou du Liban, etc. Et donc, il y a eu cette concentration donc, sur 5 plus 5. Or, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Si je peux dire, ce bassin occidental a toujours été au centre des dynamiques méditerranéennes. Il y a un bouleversement qui est en train de se faire dans l'ordre géopolitique méditerranéen au profit du bassin oriental. C'est dû essentiellement aux immenses réserves d'hydrocarbures qui ont été découvertes. Et quasiment Israël, l'Égypte, etc., se voient dotés d'un potentiel inimaginable, même par rapport aux pays du Golfe. Hein. Et donc, tout cela fait que ce bassin est en train d'acquérir de l'importance, mais il acquiert de l'importance en même temps que s'il renforce un caractère autoritaire. Il y a d'abord, d'accord, et donc, c'est comme si on avait une réorganisation dans un sens beaucoup plus autoritaire de l'espace méditerranéen, en donnant un poids plus grand à ce bassin oriental qui lui-même connaît, si je peux dire, puisque ce mot maintenant devient très courant, une radicalisation autoritaire. D'abord, il y a l'Égypte, pays autoritaire par excellence. Donc depuis la contre-révolution, contre le printemps arabe, la montée de Sisi, c'est l'archétype du pouvoir autoritaire, militaire, dynastique, etc., etc. Et d'ailleurs, ça s'ancre dans une très ancienne tradition, en fait, à part la petite parenthèse, si je peux dire, de Nasser, qui n'a pas bousculé finalement beaucoup l'ordre social. C'est un pays très clivé socialement et où l'armée a des racines dynastiques très fortes. Et donc, l'Égypte, qui est l'archétype du pays autoritaire, l'Égypte qui a un très grand poids dans la région, un poids démographique, c'est pratiquement 100 millions d'habitants, un poids culturel, et parce que malgré la régression très forte qui a touché l'Égypte, et je sais que c'est quelque chose qui irrite beaucoup les Maghrébins dont moi, il y a une profondeur culturelle, un potentiel culturel en Égypte qui est indéniable et qui joue encore et qui fait que l'Égypte est un poids lourd culturel. D'ailleurs, ils exportent leurs expertises et ils font des alliances à partir de leur expertise. Et je sais pas, je prends comme ça un exemple, les télés, qu'elles soient qataries ou émiratis, etc., l'essentiel des compétences reste encore égyptienne. Et je ne parle pas de Al-Azhar, qui continue donc à jouer un grand rôle. Et donc, en fait, ce potentiel autoritaire de l'Égypte et qui est en train de l'exporter s'est trouvé renforcé par cette nouvelle position géoéconomique. Et par ailleurs, l'Égypte est un relais, le principal relais de l'influence émiratie. Influence émiratie dont on sait ces projets autoritaires à l'échelle de tout le monde arabe. Et effectivement, l'Égypte est un relais géographique en termes de jonction entre le Mashrek et le Maghreb, hein, et aussi en termes de compétences. Effectivement, c'est elle qui sert, si je peux dire, les autoritarismes dans la région, dans cet axe Égypte, Arabie Saoudite, Émirats. L'Arabie Saoudite et les Émirats, c'est l'argent. Les Émirats, c'est les initiatives. Mais l'expertise, c'est l'Égypte qui la faut. L'expertise, c'est les hommes. Le système égyptien, pendant très longtemps, au-delà de considérations géopolitiques, le système éducatif égyptien a toujours
fonctionnaient sur le principe de former des hommes à l'exportation. Et c'est eux qui ont fait le Golfe, la majeure partie du Golfe. Et d'ailleurs, c'est l'horizon principal de leur émigration. Alors, il y a aussi quelque chose qui, paradoxalement, est en train de contribuer à ce renforcement autoritaire, c'est le désenclavement d'Israël et son intégration à l'ensemble de ce bassin oriental. Alors, par principe, je dirais que avancer vers le chemin de la reconnaissance d'Israël est très positif. Sauf que dans le contexte actuel, c'est en train de se faire sur une double tonalité autoritaire. D'abord, les relais de cette intégration, ce sont les pivots de l'autoritarisme et de l'archaïsme à l'échelle régionale, c'est-à-dire l'Arabie saoudite et les pays du Golfe. Donc, on ne peut pas, on aurait pu effectivement voir cette ouverture sur Israël comme étant un peu se délester des archétypes un peu archaïques, idéologiques, religieux dans le mauvais sens, etc., vers une plus grande laïcité, d'appréhender un pays qui a une autre base culturelle, religieuse, etc. Mais malheureusement, les relais, les faiseurs de cette intégration régionale, ce sont les pivots même de l'autoritarisme dans la région, c'est-à-dire l'Arabie saoudite et les pays du Golfe, et y compris à l'échelle internationale. C'est Trump et Bolsonaro qui représentent, malgré qu'ils ont été élus dans des contextes démocratiques, ils sont en train de mener leur pays sur une voie autoritaire. Et par ailleurs, c'est une intégration qui se fait alors même qu'Israël se droitise, se durcit, se religionise, si je peux dire, mais surtout, elle est dans une radicalisation de la négation des droits des Palestiniens. C'est fini la question des deux États, c'est fini l'annexion de la Jordanie, et même la loi sur la judaïté de l'État, elle a quelque part des tonalités d'extrême droite. Donc c'est pour ça que je dis que cette intégration d'Israël dans la région qu'ont souhaité les fondateurs de l'État d'Israël et qui ont pu avoir quelques échos chez des gens, notamment de gauche dans le monde arabe. En fait, c'est une intégration qui n'est pas heureuse et c'est une intégration qui va participer au renforcement de l'autoritarisme dans la région. Et donc, ce bassin qui prend de l'importance, donc il va donner une influence beaucoup plus autoritaire et pro-occidentale à cette région et qui est confirmée d'ailleurs par la mise à l'écart d'emblée de la Turquie. Autre pays autoritaire peut-être, mais il y a des nuances. Et donc, ça fait que ce bassin-là est en train de devenir un tremplin pour les pays du Golfe. Surtout qu'on a géographiquement une contiguïté, un voisinage entre le bassin oriental et le Golfe. Et donc, ce bassin devient un relais pour tenter d'étendre cette influence autoritaire au bassin occidental, donc au Maghreb, cette influence. D'ailleurs, pourquoi? Parce que jusque-là, en fait, cette influence, elle s'étendait en Égypte, qui est le bastion, si je peux dire, de cette influence, et elle ne s'exerce de façon significative que sur le seul Maroc. Et donc, il y a un grand espace, un grand hiatus à occuper par ces pays-là. Et donc, il y a une volonté d'étendre cette influence pour faire une continuité jusqu'au Maroc, autre place forte de cette influence. D'ailleurs, une chose, le Maroc
de façon inattendue et incompréhensible. Vous savez, le Maroc, pour s'intégrer en fait au marché libre de l'Union européenne, etc., donc il y a beaucoup de pays auxquels elle a ouvert des investisseurs, auxquels elle a ouvert le marché en leur donnant les mêmes privilèges que ceux de ses propres concitoyens. Mais le Maroc vient de prendre une mesure uniquement contre les Turcs, alors qu'il ne représente que 6% du marché acquis par les autres sociétés. Le prétexte étant qu'ils prennent le marché aux dépens des Marocains, alors que les Français, les Anglais, etc., sont là, ont largement pris, y compris, si je peux dire, le marché de la distribution. Vous avez Carrefour, vous avez toutes les grandes enseignes. Moi, personnellement, vous me critiquerez peut-être pour ça, mais je ne faisais mes courses que dans Carrefour et autres, parce que, bon, c'est ce qu'il y a, c'est ce qui est plus pratique, etc. Et c'est dans cette volonté d'étendre, d'ailleurs, cette influence que, et là, j'essaie de faire le lien avec le Hirak, avec l'Algérie. Vous savez, donc, cette attaque qu'il y a eu de Haftar contre la capitale Tripoli pour la prendre, en fait, là, je connais très bien le terrain, c'est une attaque qui a été précipitée parce qu'elle devait être préparée par toute une série d'alliances à sceller, de retournements à opérer, où les Émiratis et les Saoudiens y ont mis tout leur poids en rachetant des milices, etc. Il y avait Tarhouna qui devait être cette ville qui devait servir de base, de départ aux forces de Haftar. Eh bien, ils avaient réussi sur 3 milices principales, ils avaient réussi à retourner une milice depuis 1 mois. Et la deuxième milice, ils ont dû faire les bouchées doubles pour en 1 jour, si je peux dire, la racheter. Et la troisième, ils ont fait pression sur les gens de la ville pour la mettre à l'extérieur. En fait, pourquoi ils ont précipité cette attaque ? Cette attaque, elle est intervenue le lendemain de la démission de Bouteflika. Donc, la démission de Bouteflika est intervenue le 2 avril, très tard dans la soirée, 21h, etc. Et l'attaque contre Tripoli, elle est intervenue le 4 avril au petit matin. Donc, il y avait 30 heures de différence. Et effectivement, pour les Émiratis et autres, il ne s'agissait pas seulement de profiter de cette opportunité qui laissait plus de champs pour eux en Libye, donc aux puissances régionales qui soutenaient Haftar. Il s'agissait surtout de se positionner rapidement dans la proximité géographique de l'Algérie, pas pour l'embêter, pas pour l'attaquer, mais pour peser sur sa transition, pour être un acteur de la transition en Algérie. Et effectivement, les Émiratis on parle beaucoup des puissances occidentales, etc., dans l'imaginaire algérien, mais les Émiratis ont joué un très grand rôle dans la période post-Bouteflika. Après avoir soutenu Bouteflika, quand ils ont compris que c'est un scénario qui ne passait plus, c'est eux qui ont promu l'idée d'une transition dirigée par l'état-major de l'armée et qui est en fait qui est le projet qui est en train de se réaliser. Tout cela sur le modèle égyptien dont ils ont été les concepteurs et les promoteurs. Sisi, c'est eux qui l'ont fait venir, etc. Et donc, en fait, c'est pour dire à quel point l'importance qu'ont ces régimes d'étendre leur influence vers ce bassin-là. Et pour ces États-là, l'Algérie, d'abord, elle représente quelque chose d'important dans le processus de restauration autoritaire. L'axe Arabie Saoudite, Émirats, Égypte a pour projet, en fait, une restauration à l'échelle de tout le monde arabe, une restauration qui, selon eux, assurerait une stabilité dans laquelle ils pourraient jouer le rôle majeur et pivot grâce à la rente pétrolière. C'est-à-dire une stabilité qui ferait que seul
le poids économique, ou plutôt le poids financier, puisque pour ces pays-là, on ne peut pas vraiment parler d'économie, sauf de puissance financière, puisse jouer. Mais l'Algérie, au-delà donc de l'importance qu'elle représente dans ce processus de restauration autoritaire, au-delà du fait que c'est un pays important, elle est stratégique. Dans la stratégie, je m'excuse du pléonasme, des Émirats, parce qu'elle se trouve à un point nodal d'une ceinture qu'ils sont en train d'installer. En fait, les Émirats sont en train d'installer une ceinture portuaire, commerciale pour les échanges, mais qui est aussi stratégique, et donc qui part donc de la Corne de l'Afrique jusqu'au golfe de Guinée, et où l'Algérie est à un point nodal. Les Émiratis ont conscience d'être un petit pays. Donc, ils ont le modèle de la Sparte grecque de l'Antiquité, à savoir un petit noyau militaire très fort, très aguerri, mais avec ses relais, mais aussi une Sparte économique. Et donc, ils reprennent en fait la vieille stratégie territoriale des Anglais. Les Français et les Anglais n'ont jamais eu la même stratégie territoriale. Les Français ont tout, si on prend la Méditerranée, puisqu'on est dans la Méditerranée, les Français, eux, ils occupaient l'espace. Ils avaient le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, etc., etc. Les Anglais, en fait, qu'est-ce qu'ils avaient dans cette Méditerranée? Ils avaient le détroit de Gibraltar, ils avaient l'île de Malte et ils avaient le canal de Suez. Ils avaient les lieux de transit, c'est-à-dire, c'est ce qui fait la vraie puissance, le commerce, les échanges. Parce que les États-Unis nous l'ont fait oublier, mais les Anglais ont été les maîtres du monde jusqu'à la Première Guerre mondiale, et l'émigration, les échanges, la mondialisation, en 1914, était beaucoup plus importante que dans les années 80 du XXe siècle. C'est à la fin des années 80 qu'on va atteindre, sous la houlette des États-Unis, le même niveau d'échange. C'est pour dire un peu donc, la stratégie des Anglais. C'est cette stratégie-là que veulent reprendre les Émiratis. Et c'est pour ça qu'ils ont cette stratégie portuaire, en fait. Détenir les lieux de passage. Et quelque part, c'est très intelligent. Même si on regarde l'émergence des tigres en Asie du Sud-Est, etc., il y a ce qu'on appelle la ceinture dorée. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont les pays qui sont sur des lieux de passage, des isthmes, etc. C'est là qu'ils ont développé des zones de libre-échange, etc. Et c'est ce qui a permis à ces pays-là d'être ce qu'ils sont, parce que c'est ce qui avait permis à la Hollande, c'est ce qui avait permis à l'Angleterre d'être la puissance qu'elles sont. C'est pour ça qu'il ne faut pas le réduire au commerce, mais la plus grande richesse que peuvent avoir une nation, un pays, des individus, c'est l'échange et c'est la position dans cet échange-là. Et donc, en fait, c'est cela la stratégie émirati actuellement, et c'est pour ça que l'Algérie représente pour elle une grande importance. Ils sont en train de se faire embêter comme pas possible sur le port d'Alger, vous savez, l'économie administrée, etc. Ils payent le prix fort, mais ils s'en foutent. Ils s'en foutent parce que c'est un lieu stratégique. Pas pour lui-même en tant que tel, mais c'est vraiment, comme je le disais, c'est le point nodal qui ferme donc cette ceinture, d'où l'intérêt qu'ils ont en fait pour ce pays-là, d'où leur émiction, donc y compris par rapport au Hirak. Et puis, il y a beaucoup de choses dont on ne parle pas. On parle beaucoup d'ingérence étrangère, mais les Émiratis ont des relais très importants à l'intérieur de la société algérienne. Ils ont toute l'association des ulama, etc., c'est des maîtres hadiths, et ils sont sous influence émirati. Et il y a le truc pour la défense, la gloire des martyrs, etc. C'est les Émiratis. La Badissia, Novembria, etc. C'est les Émiratis, c'est des relais. Et puis,
ils ont réussi à pénétrer, et c'est là qu'on va peut-être maintenant parler de l'état de déconfiture dans lequel est l'État algérien. Ils ont réussi à pénétrer le marché de l'armement. Et alors, c'est pas tant pour ce qu'ils ont pu capter que pour ce que ça représente. Hein. Je ne vais pas rentrer dans les détails. J'ai fait un papier dans l'Ouatan sur ça et qui est aussi sur ma page Facebook. Alors, les Algériens sont rentrés dans des relations très fortes avec les Allemands. C'était très intelligent. Les Allemands, en fait, ont compris, longtemps, ils se sont retirés du marché de l'armement, et puis ils ont compris qu'ils ont une technologie à faire valoir, etc. Et donc, 2015, Angela Merkel est venue en Algérie, elle a négocié plusieurs contrats. Un qui porte sur une vente d'armement. L'autre, la création des bases d'une industrie militaire algérienne. Et on va avoir, pour ces deux corvettes qui valaient 2 milliards d'euros, c'est très impressionnant. D'abord, c'est beaucoup plus cher que la... Ça représente le PIB d'un pays comme la Centrafrique, ou la moitié du PIB de l'Algérie dans les années 70, avant qu'il y ait l'explosion pétrolière. Et voilà que ce produit fabriqué complètement, totalement par les Allemands, on va avoir une société émiratie qui va être créée ex nihilo 2 années après. Vous savez, dans les histoires d'armement ou aussi d'industrie dans le civil, on commence à négocier, mais il faut du temps pour que ça se concrétise. Et donc, ces Émiratis vont créer une société qui va se mettre en bout de quai, et c'est elle qui va négocier, en fait, avec les Algériens pour leur vendre. Point d'interrogation. Autre chose, les bases de l'industrie militaire algérienne, il y a au moins 4 grandes usines. En fait, c'est avec les partenaires technologiques allemands. Mercedes, Benz, etc. etc. Et voilà qu'on va retrouver les Émiratis dans la jointe venture, alors que c'est un pays qui ne possède aucune technologie, alors qu'on était dans un contexte où l'Algérie... l'argent coulait à flot, etc. Et en fait, ça cache un système de rétrocommission. Sauf que, et on le voit encore plus maintenant, ça mettait en fait l'Algérie dans une relation de dépendance politique, technologique, un acteur dont elle n'avait pas besoin, mais qui est surtout un acteur dangereux pour le rôle qu'il joue à l'échelle internationale. Et on vient de s'en rendre compte maintenant avec l'officialisation des relations entre Israël et les Émirats arabes unis, ce dont on se doutait. En fait, leur coopération, pour les gens avertis, ce n'était pas nouveau et ce n'est pas une catastrophe. Parce que si catastrophe il y a, elle est intervenue il y a un peu plus de 20 ans. Et qu'il y a une coopération très forte entre Israël et les Émirats, chacun espionnant pour l'autre, chacun avançant ses pions au profit de l'autre. Et donc, c'est comme si, quelque part, on avait mis, en fait, le noyau naissant de cette industrie militaire algérienne, comme ça, entre les mains des Émiratis et d'Israël, quelque part. Parce qu'il y a une très, très forte interpénétration. Alors, la très forte interpénétration, et qui peut nous intéresser ici en France, c'est que cette société, je vais retrouver son nom parce que je fais 5 heures de train, c'est pas évident. Donc cette société, en fait, derrière, qui a une nationalité émirati, derrière elle, en fait, il y a un franco-libanais, Safa Iskandar. Safa Iskandar qui est issu de la droite dure libanaise et qui fait partie
j'allais dire, de cette France-Afrique, ou qu'on pourrait appeler France-Arabie. C'est-à-dire qu'en fait, ces Libanais qu'on retrouve dans tous les grands scandales, et là où la République officielle ne peut pas mettre ses doigts, eux le font volontiers. Hein, de Imad Lahoud jusqu'à, comment il s'appelle, le fameux bonhomme qui a... Taqiyuddin, etc., etc. Et puis, c'est surtout un des pivots de l'armement israélien. C'est lui qui s'occupe de la flotte et des sous-marins israéliens. Et savez-vous aussi, ça peut nous intéresser, qui c'est ce Iskandar Safa? Je pense que vous devez tous connaître vos valeurs actuelles et tous ces écrits scandaleux. Et bien, vous savez qui c'est son patron? Ben, c'est Safa Iskandar. Et vous voyez cet entremêlement entre ces réseaux glauques, l'autoritarisme, la répression, l'affairisme, la barbouzerie et l'extrême droite. Et ce Iskandar Safa avait ses entrées à la présidence et à l'état-major algérien comme personne. Et d'ailleurs, on se pose la question, pour ceux qui ne suivent pas l'actualité algérienne, le système dans l'armée fonctionnait de telle façon et le clientélisme était tel qu'il y avait un adjudant-chef qui était la boîte noire de l'armée, c'est-à-dire qui détenait tous les secrets. Et dans le cadre de toutes ces luttes, où est-ce qu'il a fui au début? Il a fui en Arabie, aux Émirats, parce qu'il avait tous ses secrets. Et en fait, les Émiratis n'avaient même pas besoin de lui, ils connaissaient déjà tout. Et c'est comme ça qu'il est parti en Turquie, donc pour se faire, pour essayer d'avoir donc la nationalité, la nationalité turque, pour échapper donc aux poursuites. Et donc, ces Émiratis deviennent, en fait, cet axe-là devient un acteur fondamental dont l'obsession, justement, ce sont tous ces mouvements démocratiques qui sont en train d'éclore un peu partout dans le monde arabe, et que s'ils réussissaient, ça déstabiliserait leur pouvoir. Alors, je parlais de l'Algérie, mais il y a eu aussi la Tunisie. Donc, vous savez que ils sont intervenus énormément dans les batailles législatives et municipales de 2015 et 2018, en faisant un peu ce qu'ont fait les Russes dans les élections américaines, c'est-à-dire une forte intrusion, en finançant des partis comme Nida Tounes et toutes ses fractions, etc. Et non seulement ils voulaient en fait appuyer ce parti, mais ils voulaient qu'il y ait une rupture entre Nida Tounes et Al-Nahda. Or, l'esprit de consensus, si je peux dire, des Tunisiens n'a pas marché dans ce sens. Ils ont puni la Tunisie, les Émiratis ont puni la Tunisie pour cette raison, et notamment, si vous vous souvenez, ils ont supprimé les visas pour les Tunisiens, ils ont refusé de renouveler les titres de séjour pour les Tunisiens qui sont aux Émirats, ils ont gelé le financement de tous les projets émiratis en Tunisie, et surtout, il y avait une mesure inutile, mais qui était très fortement symbolique, qui était très humiliante symboliquement. Ils ont interdit aux femmes tunisiennes, non pas seulement d'émigrer aux Émirats, mais de transiter par l'aéroport de Dubaï, avec toute la connotation que ça veut dire. Vous comprenez très bien ce que ça veut dire. Ça veut dire que c'est des femmes prostituées, etc., etc. C'est vraiment toute une atteinte à la fierté d'une nation. Alors, ce qui se passe, et je vais essayer de ne pas justement trop monopoliser la parole,
la politique française, malheureusement, dans cette région du monde, elle commence à être de plus en plus très fortement influencée par ces pays-là, et on va en parler. La France a été laminée complètement, par exemple, du terrain libyen. Elle a été laminée du terrain libyen. D'ailleurs, la preuve, les négociations sont en train de se dérouler à Berlin, qui était un acteur quasiment marginal, et la France, qui avait un très grand potentiel, si je peux dire, en Libye, parce que quand même, l'intervention des Français contre Kadhafi, elle reste toujours très appréciée. D'ailleurs, moi, si je peux me permettre d'ouvrir une parenthèse, parce que j'étais sur le terrain à cette période-là, l'allure qu'elle a prise est effectivement condamnable. Mais je pense que s'il n'y avait pas une intervention internationale telle qu'elle avait été dictée par l'ONU, l'ONU, qu'est-ce qu'elle avait dit? Il fallait empêcher l'aviation libyenne de se déplacer de l'Est à l'Ouest et le déplacement de population. Elle n'a jamais parlé d'intervention terrestre. Or, ce qu'a fait la France, elle a poussé très loin, c'est cette intervention directe terrestre et la destruction des structures militaires, étatiques, etc., qui ont fait imploser ces pays et qui ont fait qu'il n'y avait même plus de relais. Et en fait, il s'est passé une chose, c'est les Français avec les Qataris, ce sont les Qataris qui ont envoyé en fait des troupes au sol alors que les Français agissaient par air. Et d'ailleurs, s'il y a eu une influence à un moment donné des islamistes en Libye, eh ben, ils le doivent aux Français essentiellement. Parce que qu'est-ce qu'ils ont fait les Qataris? Les Qataris avaient le relais. Et par exemple, ils ont beaucoup négocié avec Kadhafi la repentance d'islamistes. J'espère ne pas vous perdre. On ouvrira une autre parenthèse. Quand la révolution a débuté en Libye, les islamistes étaient contre. Ils étaient contre pour deux raisons. Il y avait les maîtres Ali, les salafistes, vous savez, qui pour eux, il faut avoir obéissance au chef, etc. C'est un peu le filon idéologique des Séoudiens pour préserver leur propre monarchie, pour qu'elle ne soit jamais contestée, et qu'ils ont ensuite exporté un peu partout aux autres pouvoirs autoritaires pour se maintenir. Mais il y avait aussi les frères musulmans, parce que juste avant, il y a eu une intégration des islamistes. Hein. Vous avez le fameux Belhadj, qui est devenu un héros révolutionnaire, etc. Tous, grâce à l'entre-gens des Qataris, ont intégré une sorte de gouvernement de l'ombre sur le modèle anglais, et Saif al-Islam avait étudié là-bas. Il y avait un véritable gouvernement parallèle qui préparait la succession et qui avait donné un grand poids aux islamistes libyens. Et donc pour les islamistes libyens, pendant une semaine, il s'agissait d'un plan sioniste qui visait à contrecarrer l'entrisme des islamistes dans le gouvernement. Il a fallu presque 10 jours que Al-Qaradawi fasse une intervention publique pour que les islamistes enfin rejoignent la révolution, etc. Et c'est pour dire que le Qatar, lui, il avait ses relais. Et ce sont ces relais-là qui ont été promus. Et ce sont sur ces relais-là qu'ils se sont basés. C'est pour ça que pendant très longtemps, les islamistes vont jouer un rôle alors qu'il est disproportionné avec leur force. Je sais que quand je le dis toujours, je choque les gens. Le pays où les islamistes ont le moins de poids, y compris par rapport à l'Algérie, à la Tunisie, au Maroc, c'est la Libye. Pourquoi? C'est une société très religieuse, traditionnelle, conservatrice, où le poids de la religion dans les relations sociales ne pose aucunement problème, n'est pas vecteur de mobilisation. Et il y a au contraire une paranoïa
anti-islamistes plus forts qu'ailleurs. Ils sont perçus, enfin je m'excuse peut-être si j'ai un peu fait, comme un peu cette perception très péjorative dans certains milieux en France par rapport aux francs-maçons. Hein. Et donc c'est pour dire que, bon, c'est pas le lieu du débat, on va y revenir. Et d'ailleurs, l'essentiel des terroristes en Libye, Ansar al-Sharia, ben c'était pour l'essentiel des Tunisiens. D'ailleurs, ça pose aussi tout un problème d'un pays qui vend une modernité, mais une modernité réelle d'un côté, mais surfaite aussi de l'autre, alors qu'il y a des pans entiers de la société qu'on ne voit pas. Alors c'est pour revenir que il y a actuellement un alignement très fort, je vais essayer peut-être de terminer avec ça, puisqu'il faut parler aussi de ce côté-là, de la France sur les pays du Golfe qui détermine sa politique. C'est pour cette raison que les Français ont appuyé fermement et fortement Haftar, alors que tous les indicateurs, hein, on ne se croit pas omniscient, mais toute personne qui connaissait un tant soit peu la Libye, cet homme ne représentait même pas l'idée d'homme fort que voulait, qui est une idée très fausse, de vouloir régler une situation politique par un homme fort. C'est un homme pour qui connaît son parcours, son poids, la façon dont il s'est comporté dans la société libyenne, c'est exactement le loser par excellence. Hein? Moi, j'étais en Libye quand il a annoncé un coup d'État et il a demandé au gouvernement en 2014, en février 2014, au gouvernement, au Parlement de se démettre et je vais vous envahir. Et il était seul, il n'y avait personne. Bon, c'est très complexe pour dire pourquoi, etc. Et la France l'a soutenu, elle en a fait un homme politique. C'est parce que la France l'a accueilli à plusieurs reprises ici, mais surtout, elle l'a aidé. On sait que la DGSE, les forces spéciales françaises, etc., l'armement, au point que vous aviez cette histoire-là des fusées Javelin qu'on avait trouvées dans une base de Haftar, où ils n'ont même pas eu la perspicacité de les faire truc. C'est des armes très sophistiquées que ne peuvent pas utiliser les Libyens, qui ont été vendues d'ailleurs aux Français par les Américains, avec contrat de ne jamais les céder. Et en fait, c'était des Français qui les utilisaient, personne d'autre ne pouvait les utiliser. Et ce n'était pas dans une zone où il fallait se défendre des terroristes, puisque c'était une zone d'affrontement entre troupes du gouvernement libyen et troupes, si je peux dire, du général Haftar. Et tout cela, c'est en fait le poids de ces pays du Golfe qui détermine pour une grande part la position de la France et qui fait que la France, actuellement, dans cette région du monde, paradoxalement pays des libertés, démocratie, etc., est en fait en train de renforcer, si je peux dire, le côté autoritaire donc, de ces pays-là. Et c'est dû à deux choses. D'abord, ces pays-là sont de grands acheteurs d'armement, mais aussi de biens de consommation. Et puis, allez, je vais m'avancer sur une chose, ils ont réussi à corrompre une bonne partie de la classe politique et des élites intellectuelles de la France. Et par leur argent, par leur truc, écoutez, tout ce qu'ils ont investi, allez, on va parler de la petite pointe de l'iceberg qu'on voit beaucoup, ben, quand vous avez tous les hommes politiques comme Sarkozy et autres qui vont faire une conférence dans ces pays-là pour 300 000 € pour un quart d'heure, quand vous avez le mari de l'ex-femme de Sarkozy, sa boîte, elle est où? Elle est là-bas, etc., etc. Paris, l'île de la Cité, tout effectivement. Et je vais même prendre un truc qui est extrême. Madame Badinter, pour laquelle on peut avoir qu'un grand respect pour son féminisme, etc., etc., et ben, sa société de publicité, etc., publiciste, et ben, une part essentielle de son fonctionnement, elle vient de l'Arabie Saoudite et de la défense de l'image de l'Arabie Saoudite. Moi-même, j'ai été destinataire de propositions pour répondre à un questionnaire, pour
voilà, bidon pour 150 euros, etc., etc. Et donc, effectivement, il y a ce poids et qui est, à mon avis, qui remet en cause, qui est une atteinte à la sécurité nationale française. Moi, je suis un chercheur sur le monde arabe. Alors que le service public recule, on voit ces pays-là investir de plus en plus le champ culturel. Alors, on voit toujours le Paris Saint-Germain côté Qatar et Chelsea côté Émirats, mais il faut voir tout le travail qui est en train de se faire, par exemple, au niveau des quartiers, mais avant d'y arriver, au niveau de la recherche. Le CAREP, c'est un centre de recherche sur le politique dans le monde arabe. Il a des moyens que n'ont pas beaucoup de centres universitaires français, etc. C'est le Qatar. Les Émirats arabes, à un moment donné, ont financé un think tank géopolitique où vous retrouviez tous les anciens patrons de la diplomatie française, de la DGSE, etc. Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui prête à inquiétude? En tout cas, pour moi, je le pense vraiment. Et aujourd'hui, qu'on parle de la lutte contre, comment ils appellent ça, le séparatisme, etc. Mais qui a jeté les germes de ce séparatisme, etc. Ce sont ces mêmes pays auxquels on a ouvert toutes les portes et qui continuent à avoir les meilleures relations possibles avec la France. Et donc, effectivement, la France s'est engluée donc, dans cette position d'appui, en fin de compte, à ce type de régime autoritaire. Et donc, pour revenir, si je peux dire, à l'Algérie, à la fois la position réservée de la France vis-à-vis de ce qui s'est passé en Algérie, il y a une part de légitimité. Le poids très puissant du passé, c'est vrai que, quel que soit ce que dirait la France, ce serait mal perçu. Et d'ailleurs, vous avez vu, dès qu'il y a une petite chaîne qui parle, mais là, c'est plutôt la faillite des autorités algériennes. Mais moi, j'ai trouvé scandaleux, humiliant qu'un président de la République algérienne, cale son agenda sur une petite chaîne M6 et où il a improvisé dans le désarroi et le désordre une conférence de presse qui passe le même jour que M6. Mais M6, c'est une petite chaîne, c'est 8% de l'audimat, et encore qu'il y a de moins en moins de gens qui regardent la télévision, comme les jeunes, etc. Et ça montre en fait surtout que l'impasse de l'autoritarisme, et que l'autoritarisme qui se vante justement de vouloir combattre l'influence étrangère, c'est lui qui lui ouvre les meilleures portes. Quand on ferme le débat chez soi, eh ben on ouvre aux autres. On est en train d'obliger aujourd'hui les Algériens à se regarder et à se chercher dans les yeux des étrangers, aussi insignifiants soient-ils. Là où ils n'avaient pas tort, le pouvoir algérien, c'est qu'ils savaient que M6 allait être regardé par les Algériens, etc. Donc c'est pour revenir donc, pour la position de la France, à la fois il y a cette prudence, mais il reste toujours, si je peux dire, actuellement, dans la politique française, ce primat du militaire, c'est-à-dire d'abord le militaire avant le politique, et c'est ce qui a conduit à la faillite donc, au niveau du Sahel. C'est ce qui a fait que en Libye, il y a eu le choix de soutenir donc, une solution de type militaire alors que tout indiquait qu'elle n'avait aucune issue. Et c'est ce qui fait qu'il y a ce besoin de l'Algérie en tant qu'allié sur le plan militaire. Et ce que peut jouer aujourd'hui à l'échelle internationale l'Algérie, c'est justement, si je peux dire, ce service après-vente militaire dans la région. Sauf qu'il y a une très grande illusion sur cela. Alors l'Algérie en joue. Bouteflika avait permis en 2013
pour que l'opération Serval se fasse, que l'aviation française traverse l'air algérien contre une bonne partie de la hiérarchie militaire. Mais il a joué ça, justement, parce qu'il était en position de faiblesse et parce qu'il était dans un bras de fer avec certaines parties de la hiérarchie. Il a joué la France. En fait, il y a tout le grand discours de cette phobie vis-à-vis de tout ce qui est français, mais les décideurs ont toujours avalisé la France en tant qu'acteur principal dans la géopolitique interne de l'Algérie. Et c'est pour ça que Tebboune a offert justement cette possibilité, si je peux dire, de coopération. Et vous avez vu donc le fameux chef terroriste qui a été abattu. C'est grâce aux Algériens, c'est clair. Alors, sauf que tous ces pays-là se font des illusions parce que l'Algérie n'a pas les mêmes capacités. En fait, au Sahel, l'Algérie a la capacité de nuisance, mais elle n'a pas la capacité, en fait, de jouer sur l'équilibre géopolitique pour la bonne raison que les sociétés civiles jouent de plus en plus un grand rôle dans les équilibres géopolitiques, qu'on le veuille ou non. Au Mali, et le coup d'État qui est intervenu au Mali, la société civile malienne a joué un grand rôle. C'est elle qui a fait, si je peux dire, intervenir l'armée. Et il y a une société civile très développée grâce au poids de l'émigration, etc., etc. Et l'Algérie, en fait, ses atouts dans cette région, eh ben, elle ne dépasse pas la région du Sud grâce à l'instrumentalisation, le débauchage, etc. de Touareg. Or, dans un pays comme le Mali, l'écrasante majorité de la population, elle est plutôt au Sud, et qu'il est impossible d'arriver à une solution sans ces parties de la population, dans lesquelles l'Algérie n'a aucun relais. Elle n'a aucun relais parce que, se refusant elle-même sa société civile et son activité, donc du coup, elle se prive de quelque chose. Je donne un exemple, je mets entre guillemets, le frère ennemi marocain a beaucoup investi cette région-là. Ils ont beaucoup de relations avec d'abord les populations, grâce notamment au réseau de migrants, etc. Le Maroc accorde une très grande importance à son immigration. Il y a eu d'abord la fondation Hassan II qui, elle, réfléchissait toujours à comment capter l'argent de l'immigration. Et puis Mohamed VI, c'est ça, lui a créé le CCME, le Conseil consultatif des migrants des Marocains à l'étranger, où il fallait capter toutes les compétences. Et d'ailleurs, il a ramené un opposant de gauche qui était très actif ici en France dans l'immigration, Driss Liezami, pour lui en attribuer donc la présidence dans ce souci de captation de cette immigration. Et effectivement, et puis le Maroc investit extrêmement les pays du Sahel d'un point de vue économique. C'est un pays corrompu, mais c'est-à-dire la corruption au Maroc et en Algérie ne fonctionne pas de la même façon. Au Maroc, c'est l'État qui ponctionne, si je peux dire, les entrepreneurs, qui sont quand même obligés d'aller chercher l'argent. Et c'est pour ça qu'eux font l'aventure d'aller au Sahel. En Algérie, c'est l'inverse. C'est grâce à la rente, l'État qui arrose de faux entrepreneurs qui, pour faire circuler la rente à l'intérieur. Et donc, il n'y a aucun intérêt à aller investir ailleurs. Et quand il a fallu, justement, parce que ça a donné du poids au Maroc d'un point de vue géopolitique, c'est comme ça qu'il a réintégré l'Union africaine par la grande porte, mais ça lui donne des relais dans les sociétés civiles, ce qui fait qu'à un moment donné, le Maroc s'est proposé pour faire les négociations au Mali, y compris chez les Touaregs, qui étaient considérés en fait comme une chasse gardée algérienne. Mais parce que l'Algérie ne renouvelle plus
en fait, ses liens avec les autres sociétés parce qu'elle atrophie sa propre société. C'était quand même le grand leader africain, un exemple, avec des relations multiples dans ces pays-là, une très grande influence, etc. Maintenant, c'est rien. Allez, je prends la Libye pour ne pas aller plus loin. Où sont en train de se faire les consultations? Elles sont en train de se faire au Maroc. Actuellement, il y a Berlin et il y a le Maroc. Mais parce que l'Algérie est out. Alors qu'elle a les plus grands atouts. Je vais vous donner un autre exemple. Les Touaregs, qui sont des deux côtés de la frontière, qu'on appelle les Kel Hajer. Les Touaregs sont organisés par confédération. Les Kel Hajer, c'est une interpénétration des deux côtés. Je donne toujours un exemple. Kadhafi a toujours vendu cette image féministe avec ses Amazones comme garde. La responsable de ces Amazones, Mabroka, c'est la nièce du sénateur du tiers présidentiel Gouma, de côté algérien, autant dire de l'officier DRS. Hein? Et donc c'est pour dire l'interpénétration. Plus que cela, il y a eu, quand il y a eu la colonisation française, et quand elle est descendue au Sahara à partir de 1902, les Touaregs, mais aussi les tribus arabes, sont venus donner un coup de main, si je peux dire, aux résistants algériens. Et quand il y a eu la défaite, tous ces résistants algériens se sont repliés donc sur le Sahara libyen. Lorsque la France occupera le Fezzan, puisqu'elle va occuper le Fezzan pendant très longtemps, elle va l'administrer comment? Elle va l'administrer par des Algériens, essentiellement les Sha'alba. Tous les militaires français dans cette région, Sha'alba. Ce qui fait, moi, souvent, les gens n'y croient pas ou alors trouvent que c'est extrêmement dangereux pour un chercheur comme moi d'aller dans le sud libyen, et ça peut l'être. Mais en fait, vous avez un réseau d'Algériens extraordinaire. Sauf que l'ancien ministre des Affaires étrangères, Msahel, quand il a commencé à faire sa soi-disant tournée en Libye, il a fait Rat. Quand vous êtes à Rat, c'est la ville frontière où vous croyez en Algérie. D'ailleurs, vous ne captez même pas le téléphone libyen, vous captez le téléphone algérien. Et puis, pof, il a sauté à Tripoli, Misrata, et les gens à Sabha étaient énormément mécontents. Plus que cela, lorsqu'il y a eu la guerre entre les Touaregs et les Toubous, et qu'il y a eu des efforts de médiation, qui a conduit la médiation côté Touareg? C'est le Qatar, et c'est même pas le Qatar, c'est un intermittent du renseignement, si je peux dire, un Mauritanien, Mustafa Liman Shafi, qui vend ses services à n'importe qui, etc. C'est pour dire, en fait, la faillite de l'État algérien, c'est-à-dire un État qui a bâti son influence sur le sécuritaire, y compris sur la question du sécuritaire, il a été complètement laminé. Nous en parlerons peut-être dans le débat, je ne vais pas rentrer sur ça. Alors, je reviens juste à la France, parce que quand même nous sommes en France. Donc, la France, en fait, en Libye, elle est intervenue, et comme je disais, malheureusement, du côté des pays du Golfe, du côté des perdants, et on se demande, là aussi, est-ce qu'il y a toujours une expertise réelle politique, ou alors c'est aussi les dynamiques de l'influence et de la corruption et du poids de la financiarisation qui a pesé sur ses choix politiques, parce qu'elle s'est mise dans une réelle impasse en Libye. Alors en Libye, pour elle, en fait, l'objectif de la France, c'était comment rejoindre l'opération Barkhane, hein, qu'elle avait au Sahel, et mettre un dispositif sécuritaire unique sous, j'allais dire sous son... Je suis vraiment fatigué, je n'arrive pas à trouver les mots. Donc sous son égide, donc un système sécuritaire qui relie la Méditerranée au Sahel, en fait. C'est ça son intérêt pour la Libye. Et puis, cerise sur le gâteau,
prendre pied dans un pays pétrolier quand même, les premières réserves africaines. Et malheureusement, elle a perdu complètement, elle a été laminée. Et si je peux dire l'intérêt de la France pour l'Algérie, hein, c'est en fait pour la France, c'est surtout le Sahel, et je dirais le Sahel doublement, parce que comme on sait, actuellement la France connaît des difficultés sur le terrain militaire, avec les opinions publiques, avec la classe politique, alors que c'est vraiment ça sa zone d'influence. Et l'intérêt, si je peux dire, de la France pour l'Algérie, et qui fait qu'il continue à y avoir cette collaboration sécuritaire et qui empêche une intervention de la France comme ça a pu se faire dans les autres pays, on en parlera peut-être au Liban ou ailleurs, c'est que, en fait, l'Algérie, c'est le pays qui a le plus de frontières avec le Sahel, donc avec les zones d'influence donc de la France. Et en même temps, si l'Algérie est frontière avec la Libye, elle est frontière par le Sahel. Et donc, c'est cela un peu cette importance que continue à avoir l'Algérie pour la France, mais malheureusement, c'est dans une vision sécuritaire où, je l'avance, l'Algérie a perdu complètement ses capacités sécuritaires, à la fois pour les luttes internes qu'il y a entre elles et aussi par tout ce système de corruption, etc., qui fait que la sécurité de l'Algérie elle-même est aujourd'hui en questionnement. Bon, on me demande d'arrêter. Bon, j'arrête aussi parce que je voudrais ouvrir le débat dans le sens de vos préoccupations. Et donc, voilà.